Vous retrouvez dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes mardi 29 octobre et il est 10h30 et nous allons passer une heure ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler du poids des liens et surtout des relations interpersonnelles. Qu'il s'agisse de notre famille, de nos amis ou de nos collègues, les interactions que nous avons depuis notre naissance avec autrui façonnent profondément qui nous sommes et comment nous nous sentons. C'est de cela que nous allons parler ce matin et j'ai le plaisir de recevoir Amina Belouchrani. Depuis ce matin, je me suis dit, j'espère que je vais pas. Belouchrani, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ravie d'être ici vous êtes encore une fois. consultante familiale. Tout à fait. Merci. Et coach de vie aussi. Au coach de vie. Nous avons aussi une habituée, Samia Lamara. Bonjour. Bonjour Mariam. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va. Alhamdoulilah. Merci pour l'invitation. Merci. Oui, je me détends, ça va. je me Vous êtes donc vous êtes psychothérapeute et nous avons aussi le plaisir de recevoir Ibtissam Mousri. Donc vous êtes sociologue. Voilà, Mousri. oui. Mousri, vous êtes sociologue. Oui, sociologue, ravie d'être parmi vous. Vraiment, Alors, je m'impatientais d'être sur le plateau. Justement, la discussion a déjà commencé il y a un moment, Voilà. c'est en coulisses. Donc un thème passionnant, un thème qui est vaste aussi. Et on va dire depuis la nuit des temps, les interactions sociales, la famille, qu'elle soit petite ou large, a toujours influencé le bien-être de la personne. Exactement. Et de nos jours, la société a changé, on le sait. Oui. Donc, le noyau familial n'est plus tout à fait le même, le schéma aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que, en fait, les interactions ont changé de nos jours? Déjà, merci beaucoup pour le sujet parce que c'est un sujet très important. Le bien-être, c'est la base des relations sociales. Parce que quand on est bien, on va propager notre bien-être sur les autres et ça va faire un feedback, ça va faire un retour sur nous-mêmes. Donc, c'est très important. Donc, je vais juste faire un flashback Oui, sur, on aime bien. sur la société dite traditionnelle, c'est-à-dire tout simplement celle de nos grands-mères, grands-pères et arrière-grands-parents. Donc, il faut dire que la structure sociale n'était pas la même, c'est-à-dire que les relations sociales étaient différentes. On va dire que chacun avait une position qui était, c'est-à-dire le grand-mère avait une position, la mère avait une position et un rôle, qui était dans la vision socialement acceptée. Voilà. Et les liens sociaux étaient, si vous voulez, clairs. Donc la grand-mère avait son rôle, le grand-père son rôle, le père, les enfants, etc. Maintenant, si vous voulez, avec le changement, la modernité, les nouveaux paramètres, donc le travail de la femme, par exemple, les enfants, etc., ça a changé. Les liens ont changé. Pourquoi? Parce que c'est un rapport avec les attentes. Les attentes d'avant sont différentes des attentes d'aujourd'hui. Donc, je vais juste donner un petit exemple. Les liens parents-enfants. Les parents s'attendent à autre chose des enfants. Ils s'attendent à ce qu'ils aient de bons résultats scolaires, à ce qu'ils réussissent, etc. Donc, ça va affecter les liens sociaux. Et ça va bien sûr, ça a un rapport avec le bien-être. Voilà. On va rappeler aussi à nos téléspectateurs qui peuvent nous joindre. Donc au numéro de téléphone qui s'affiche, c'est le 021 23 98 91. Donc vous pouvez partager avec nous vos expériences et nous raconter. Donc si vous avez des liens, qu'ils soient, on va dire, bénéfiques ou toxiques, vous pouvez donc nous faire part de vos expériences. Donc on a dit que le schéma a changé, les familles sont moins nombreuses, les parents sont un peu plus présents qu'autrefois parce que déjà rien que la cellule familiale, quand on a plusieurs enfants et quand on en a que un ou deux ou trois, on va dire que déjà les liens ne sont plus les mêmes. Oui. Oui, et puis on va se focaliser plus sur les enfants, puisque on n'est pas dans le schéma famille nombreuse, famille qui vit dans la grande famille. On est dans un autre schéma. Donc, comme je vous ai dit, les attentes sont différentes et aussi les attentes, relations parents et enfants et relations époux et épouses. Parce que quand on parle de la grande famille, de la petite famille, les relations étaient différentes. Avant, l'époux et l'épouse vivaient dans le cadre de la grande famille. Justement, il y a l'urbanisation aussi. Donc, le schéma de l'urbanisation est différent. C'est pas pareil. Donc, on vivait dans une grande maison, certainement. C'était le schéma qui était habituel. Donc, la femme passait beaucoup de temps avec les autres femmes, ce qui n'est pas les femmes de la famille, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc là, on vit généralement dans des appartements. Très souvent, on a la famille, donc la petite famille, le noyau, c'est-à-dire que l'époux et l'épouse vivent seuls.
Donc, on a le statut de la femme qui a changé et on a ce besoin de reconnaissance. Je vais vous donner quel est donc le rapport de la reconnaissance avec le bien-être et les liens. Le lien a changé. Si avant la femme, elle passait beaucoup de temps avec les autres femmes, là, elle passe plus de temps avec l'époux et avec les enfants. Donc, on a ce besoin de consolider le lien avec la petite famille et on a ce besoin de reconnaissance. Pourquoi je parle? La reconnaissance, c'est les deux, c'est l'homme et la femme. Mais la femme, il y a cet aspect de charge mentale. La charge mentale, c'est-à-dire les responsabilités, les tâches, etc. Donc, elle a un lien avec son époux où elle a besoin de reconnaissance, qu'on reconnaisse ses efforts, qu'on soit doux avec elle. Donc, les attentes ont changé. Et s'il n'y a pas ce lien, cette affection, cette douceur, ce lien, cette consolidation du lien, là, il va y avoir un impact sur le bien-être et on ne comprend pas toujours, on ne comprend pas ce changement. Tout à fait. Samia, jusqu'à quel point donc, notre bonheur dépend de ces liens sociaux? J'ai envie de dire d'une manière très conséquente, parce que le fait d'être dans une relation toxique pourrait impacter sur notre rendu professionnel, sur la famille, sur l'éducation des enfants, sur notre santé mentale, avoir ressentir de l'anxiété, avoir du stress, avoir un déséquilibre dans la façon dont on entreprend et les perspectives à venir et de s'investir dans les relations futures. C'est-à-dire que les conséquences sont très profondes et de manière vraiment durable. Mais pas irréversible, heureusement. Pas irréversible. C'est-à-dire que là, justement, il faut tout de même ne pas hésiter à consulter les professionnels pour justement aller vers rééquilibrer les choses et pouvoir reprendre un petit peu une vie, notre vie de manière saine. Eh ben pour en parler, nous avons Samia Boualoul qui a fait pour nous donc, un reportage. On le regarde et on revient, on en parle. Au cours de notre vie, nous sommes confrontés à avoir des relations interpersonnelles avec toutes sortes de personnes, que ce soit avec nos amis, notre famille, nos conjoints, nos collègues de travail ou autres. Il est important donc que nos relations soient saines. Les relations interpersonnelles donc jouent un rôle crucial dans notre bien-être mental. De solides liens sociaux peuvent être une source de soutien, de réconfort et de connexion émotionnelle, tandis que des relations toxiques peuvent avoir un impact néfaste sur notre santé mentale. Ce terme désigne la nature du lien qui unit deux personnes, un couple, des amis, un père et sa fille, un frère et sa sœur, bref. Il s'agit donc des rapports et des échanges entre deux personnes, des relations dyadiques comme on les nomme. Les relations interpersonnelles varient selon le degré de proximité. Les relations les plus significatives, comme les amitiés ou les relations amoureuses, se caractérisent par un haut degré d'interdépendance et d'influence mutuelle. L'attachement émotionnel est intense et le degré d'intimité profond. Mais d'autres critères peuvent guider l'analyse et la réflexion. Cultiver des relations saines et positives avec notre entourage est essentiel pour maintenir une bonne santé mentale. En investissant du temps et de l'énergie dans nos relations, en communiquant ouvertement, en établissant des limites saines et en pratiquant l'empathie et la gratitude, nous pouvons renforcer nos liens sociaux et créer un réseau de soutien solide qui contribue à notre bien-être émotionnel et psychologique. Voilà, donc c'était un reportage de Samia Boualoul. Très très important donc d'avoir, on va dire, des liens sains pour pouvoir avoir, on va dire, une vie déjà, toute une vie saine. Tout à fait. Il faut se rappeler juste une chose, que l'être humain est par nature grégaire. C'est-à-dire il est fait pour vivre en groupe, pour s'assurer la nourriture, la sécurité, les échanges. C'est là qu'on a une vie plus épanouie. Mais nous voyons par les temps modernes, la femme par exemple, si je prends par exemple le cas de la femme, elle a doublé de responsabilités. Parfois, elle se trouve seule, sans le mari, sans le père de ses propres enfants. Donc, il y a alourdissement de tâches.
Et donc, on est appelé à être tout le temps présent, à viser la perfection dans tout ce qu'on fait, que ce soit nous ou nos enfants. Et on oublie, et comme c'est le temps ne suffit à personne, et on oublie de se centrer vers soi pour pouvoir se ressourcer, pour faire face à toutes ces exigences des temps modernes. Et on oublie parfois, on est trop dans le mental et on oublie le côté émotionnel. Donc il devrait y avoir équilibre entre les deux pour pouvoir profiter de ces relations. Donc la relation, elle est juste plus exigeante. Donc les enfants demandent beaucoup, au travail on nous demande beaucoup, et il y a absence, il n'y a plus de soutien sociétal et familial. Donc parler de bien-être, il faut vraiment, vraiment faire une pause et se charger de ça tout simplement, de son propre bien-être, pour avoir des relations épanouies et épanouissantes. Donc le sujet est très large, mais on va juste commencer par l'élément fondamental, c'est l'être humain lui-même. Il devrait quand même se centrer sur lui et mesurer l'importance des choses pour cette même personne et établir, je l'espère bien, de bonnes relations. Alors, quand on dit relation, on dit communication aussi, systématiquement. Donc, est-ce que le manque de communication peut, on va dire, mener vers des relations, comme on a commencé tout à l'heure à en parler un petit peu, donc des relations toxiques? Tout à fait, Mariam. Le fait de ne pas aller vers la communication, parce qu'il y a des gens qui évitent d'aller vers la communication, va justement créer des conflits. Et ne pas essayer de comprendre la perspective de l'autre, ne pas être dans la collaboration, va tout simplement, en termes simples, ne pas essayer de se mettre à la place de l'autre. C'est justement, ça va provoquer un climat de confusion, de conflit. Et donc voilà, de conflit. Et puis ne pas avoir peur de communiquer avec l'autre. En fait, parler justement, pardon Myriam, oui, parler bien sûr, justement de ses ressentis, parce qu'on a tendance à ne pas parler de notre ressenti. Tout simplement de ce que je ressens, d'expliquer ma position, d'expliquer mes préoccupations. Ça va permettre d'être plus accessible à l'autre et que l'autre aussi soit dans cet aspect de compréhension envers nous. Voilà. Est-ce que c'est un mécanisme qu'on met en place quand on est jeune, donc on va dire dans nos premières relations? Par exemple, l'amitié, c'est primordial, c'est hyper important quand on est jeune d'avoir nos amis et notre groupe d'amis. J'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire nous avons des capacités qui sont façonnées par des figures parentales, par un passé, par comment on a été construit, notre personnalité, comment elle a été construite et comment nous avons perçu certaines choses au courant de notre vie. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont grandi dans un climat sécure, qui vont aller vers les relations, ils n'ont pas peur de la dépendance relationnelle, parce qu'en fait, il n'y a pas de dépendance réelle. C'est juste être complémentaire ou être dans le donner et le recevoir. Oui, voilà. Tout à fait. Et d'autres personnes qui sont plus dans l'évitement, parce qu'elles n'ont pas eu justement ce climat sécure. Elles ont eu un passé, j'ai envie de dire, un passé qui ne favorise pas cette communication, qui ne favorise pas un bien-être ou un climat sécure, qui va leur un petit peu les amener à être dans l'évitement des relations, dans l'évitement de l'investissement vers l'autre. Voilà. Donc cette difficulté, on va dire, à s'exprimer, à dire ses sentiments, à s'attacher à l'autre, à s'attacher et surtout à aller se vers mêler l'autre. à la société. Oui, et ils évitent la communication plutôt, ils évitent l'interaction, c'est-à-dire ils sont très limités dans les interactions avec les autres et bien sûr, souvent, ces personnes-là sont dans l'isolement, parce qu'il n'y a pas, elles ne se sentent pas. Elle a parlé, la dame, elle a parlé de soutien social, et c'est très important de souligner ça, parce qu'en fait, les personnes qui ressentent le soutien social, elles ont une résilience
plus que d'autres. Tout à fait. Elles se sentent épaulées, Bien elles se entourées. sentent bien entourées, bien écoutées. C'est ce qui fait on est plus épanoui et plus à l'aise face aux difficultés du quotidien, face aux conflits qu'on peut avoir. Il ne faut pas avoir peur des conflits. Justement, on Le reviendra conflit, sur il est ça et comment constructeur. surtout. Il n'est pas que néfaste sur la relation. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on a toujours peut-être tendance à essayer d'éviter le conflit, chose qui est une erreur. On va juste rappeler le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez nous joindre si vous avez des expériences, si vous avez par exemple une amitié forte avec un membre de votre famille ou une amie, ou au contraire peut-être un conflit avec que ce soit un collègue ou par exemple un membre de la famille aussi. Donc, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 et partager donc avec nous vos témoignages. Très important donc d'avoir des liens, donc que ça soit le premier lien qu'on a, c'est celui avec la mère. Au fur et à mesure qu'on grandit, on va dire que la famille s'agrandit entre frères et sœurs. Après on a les amis, on a aussi les personnes aussi qu'on rencontre sur le chemin. Il y a de temps en temps comme ça des flashs, des personnes qui nous marquent, qui nous apprennent, qui nous font grandir et avancer. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'importance d'avoir beaucoup, on va dire, beaucoup d'interactions. En fait, l'être humain, la personnalité de l'être humain est tributaire de plusieurs facteurs, mais en premier du milieu familial. Donc, si la personne, elle a été épanouie chez elle, en famille, donc elle a pu développer la confiance en soi, l'estime de soi, elle est plutôt extravertie, donc elle s'accepte et peut facilement accepter les autres. Dans le cas contraire, la personne elle est introvertie et donc a du mal à avoir des relations, on va dire juste normales ou saines. Et ça s'impacte sur sa santé mentale, tout compte fait. Parce que quand c'est une nécessité d'avoir des relations, c'est épanouissant, ça nourrit, ça grandit, etc. Donc la cellule familiale, c'est le premier réceptacle de l'être humain. Cet être humain, on a tendance à le voir comme un petit enfant au départ. Je vais parler un peu des freins. Oui. Donc on le voit comme un enfant, il n'est jamais adulte, même quand il est adolescent. On le voit plus comme un élève et jamais comme un futur adulte ou comme un futur citoyen. Et donc, la pression commence. Et si cette pression, elle est forte, elle est pressentie dans les relations sociales, on va dire. Donc, le mieux, c'est bon. En amont, donc bien se marier, Voilà, trouver le bon partenaire, discuter sur la manière d'élever les enfants, connaître ses limites et les limites de l'autre, ses devoirs et les obligations de l'autre. Et tu veux dire quelque chose, petit Sam? Vas-y, petit Sam. Oui, parce que vraiment, mes collègues, toutes les deux ont parlé de soutien social, et le soutien social, c'est très important pour le bien-être. Alors, il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre dans le cadre de la sociologie de la famille qui disent on n'a pas de soutien social, on n'est pas soutenu, et elles se sentent justement, ça a un impact sur leur bien-être. Maintenant, pourquoi on parle de compétences sociales? Parce que ce soutien social, on peut nous-mêmes aller le chercher. C'est-à-dire que quand on a des parents, des cousins, des cousines, des frères et sœurs, pourquoi pas ne pas voir cette personne-là qui a la possibilité de nous soutenir et aller nous-mêmes demander ce soutien social. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun, dans les familles, si vous voyez, chacun a des points forts et des points faibles. Pourquoi ne pas vraiment avoir cette vision de voir telle personne a tel point fort? Pourquoi ne pas demander son soutien? Donc, si vous voulez, c'est un aller-retour. Ce n'est pas forcément attendre le soutien social, mais avoir des compétences sociales qui vont faire que je sais choisir la bonne personne qui va me soutenir dans un cadre précis. Pas forcément en général, mais dans un cadre, peut-être avec les enfants, peut-être avec le travail. Peut-être que j'ai une cousine, je peux lui demander par exemple des conseils dans le cadre du travail. J'ai une sœur qui peut m'aider avec les enfants, etc. Et ça peut vraiment, je pense, nous faciliter la vie. Effectivement, nous faciliter la vie, c'est ce qui crée le bonheur, c'est ce qui crée cette espèce, on va dire, un petit peu de paix intérieure. Hein. C'est ce qu'on recherche, on va dire. Oui. C'est ce qu'on recherche. S'il y a lieu de choisir le type de lien qu'on a avec les autres, par exemple, nous devons satisfaire nos besoins cognitifs, si vous voulez, intellectuels, et d'entrer dans un groupe où on peut très bien s'exprimer facilement et faire des échanges enrichissants, être dans des groupes plutôt émotionnels, où on peut très bien donner libre cours à ses ressentis, à les partager
Et parlant de bien-être, c'est aussi le bien-être physique, donc faire du sport avec un groupe et partager les mêmes idées, les mêmes ambitions. Donc je suppose qu'il est un peu difficile de faire la part des choses quand on travaille 8 heures par jour, quand on a les week-ends d'autres obligations. Mais ces échanges, il faudrait réfléchir où les avoir, avec qui les avoir. Quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux recevoir? Je rebondis Encore une petite scène. sur ce qu'ont dit mes collègues. Vous savez qu'on rencontre beaucoup de personnes qui disent « Ah, moi, je fréquente personne. » Oui, Moi, c'est un repli sur pourquoi soi. Voilà, donc vous Justement, vous c'était pouvez la nous, question que je voulais. Alors que justement, si on sait faire la part des choses, comme vous l'avez dit, et si on sait choisir les groupes sociaux, on peut avoir beaucoup d'interactions, mais ces interactions enrichissantes et vont nous faire, du bien. Et j'attends impatiemment votre... voilà. Alors, moi, je voulais... Alors en fait, oui, c'est vrai qu'il faut tout de même aller vers l'autre, ne pas hésiter à avoir des interactions sociales, familiales, amicales, tout ça, ça construit, ça nous aide à nous équilibrer émotionnellement, sur le plan mental, voilà, être plus créatif et tout. Mais après, il faut tout de même être sélectif et être très observateur. Bon, ne pas faire Colombo non plus, mais être observateur envers soi et envers les autres. C'est-à-dire qu'il y a des signes quand même avant-coureurs qui nous alertent sur le fait qu'une relation peut être saine ou pas. Si la personne en face de nous a des intentions bonnes ou mauvaises, mauvaises. Voilà, donc on ne peut pas être en interaction, plutôt on ne peut pas être ami avec tout le monde, on ne peut pas, voilà, il faut tout de même être sélectif et être, voilà, savoir, vraiment être à l'écoute de ses besoins et savoir ce qu'on veut réellement. Vous avez parlé tout à l'heure d'aller vers les personnes ressources. C'est des personnes qui pourraient nous apporter du bien-être de par leur aide. Et c'est ça. Oui. La société moderne oublie ou se désintéresse totalement du fait d'aller vers l'autre. C'est ça le problème. Et oui, on va revenir sur ça. Maintenant, on va parler des relations toxiques. Donc, comment les relations toxiques impactent-elles notre santé mentale? Alors, comment elle va l'impacter? Il y a beaucoup de choses. Il y a sur le plan physique, déjà, on peut avoir des maladies psychosomatiques. Il peut y avoir, par exemple, le fait d'être tout le temps sous le contrôle de la personne toxique va nous mener à être dans un climat constant de peur. C'est ce qui fait que la personne qui nous manipule essaie de garder de maintenir ce climat, de peur pour nous, justement pour rester sous son emprise. Voilà. Et puis quoi d'autre? On peut avoir des répercussions sur les relations futures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'investir sur des relations amicales ou amoureuses ou même professionnellement. On n'est pas productif, on n'est pas, c'est-à-dire le rendu, il s'amoindrit. On sent l'impact sur l'estime de soi. Oui. C'est le plus gros morceau. L'estime de soi en prend un coup. D'accord. Voilà. On a Nedia donc d'Elbiar qui voudrait nous parler. Bonjour Nedia. Bonjour. Merci de votre appel. Je vous en prie. Écoutez, moi je suis âgée. Allah yubarak. Voilà, j'ai bientôt 80 ans. Allah yubarak. Oui, j'ai bientôt 80 ans et tout autour de moi, mes sœurs sont toutes petites, mes amis, j'en ai perdu beaucoup. Et on se retrouve dans un état de dépression, pratiquement. Alors, bon, à un certain âge, c'est un peu difficile. Il y a plus de travail, il n'y a plus de... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Qu'est-ce qui... Donc, un petit peu, c'est de la solitude. Comment? Un peu de solitude. Beaucoup. Beaucoup. Voilà. Voilà.
on se sent un petit peu perdu dans la vie. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les gens vous disent qu'il faut faire du sport. Moi, j'aime pas ça. Il faut faire... bon. Ça a le mérite d'être clair. J'aime bien comment vous êtes. J'aime pas. C'est honnête. Comment? Oui, j'aime bien votre honnêteté. On vous parle de sport, vous dites je n'aime pas. Voilà, tout simplement. Ah, je déteste. D'accord. Vraiment, Peut-être cérébral plutôt. Oui, plutôt. Oui. Plutôt. Oui. Très bien. Donc on va essayer donc de répondre et peut-être vous proposer on va dire quelques suggestions pour pouvoir un petit peu parer voilà. Donc merci beaucoup Nadia. Merci de votre appel. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Donc oui, d'avoir un exemple. Un exemple, que l'être humain est fondamentalement grégaire. Et donc Madame Nadia se retrouve toute seule et ne veut pas faire de sport, peut-être ne peut pas sortir de la maison aussi. Le mieux, à mon avis, c'est d'intégrer des groupes de bénévolat, d'associations, des travaux manuels. Ou au pire, au pire, si elle ne peut pas sortir, c'est peut-être donner des cours de langue à des voisins. C'est qu'en fait, on se sent appartenir à un groupe quand on donne, quand on a un rôle dans une communauté. Donc, ne serait-ce, il se peut que par rapport à son âge, elle ne peut pas bouger de la maison, peut-être donner des cours à des voisins, préparer quelque chose et l'envoyer à quelqu'un, des petits gâteaux et tout. Donc, le fait, des c'est... petites réunions familiales, donc proposer un café un après-midi. Tout à fait. Et se sentir appartenir à ce groupe si sécurisant et si enrichissant qui est le groupe à la base, c'était la tribu au départ. Voilà, justement, Ibtissam, je pense que c'est pour vous, c'était peut-être autrefois une chose qu'on ne voyait pas, les grands-parents faisaient partie intégrante de la famille. Ce que je disais tout à l'heure, c'est clair dans la vision sociale. C'était les grands-parents étaient au sein de la grande famille. Il n'y avait pas de souci, le problème ne se posait pas. Il y avait d'autres problèmes, mais ce problème-là précisément ne se posait pas. Et là, même dans notre société actuelle, avec la modernité, donc les enfants peut-être qui sont éloignés à cause de leur travail, parce que les filles se sont mariées dans d'autres villes, etc. Donc, ce problème se pose dans la modernité. Et d'ailleurs, il y a des projets pour qu'il y ait des clubs spécialement pour personnes âgées, des activités spécialement pour personnes âgées. C'était des choses auxquelles on ne pensait pas avant. Mais maintenant, il y a plusieurs propositions dans ce sens. Et vraiment, j'espère vraiment que ça va se faire. Donc, pas que des personnes âgées qui vont, mais vraiment des activités qui vont être autour des personnes âgées et qui sont dans le cadre de notre culture et c'est quelque chose de nouveau. Et ça peut être sont des membres sacrés dans notre famille. Donc on considère aujourd'hui la gériatrie comme un projet sociétal. Auparavant, il était familial et maintenant on sait que, par exemple, la dame peut avoir ses enfants à l'étranger, une sœur qui habite loin, ou on peut ne pas avoir de sœurs. Donc il y a des projets qui sont mis en place, ils commencent à se mettre en place par rapport à la gériatrie. Comment ça a changé? Autrefois, c'était le conflit entre les sœurs et les frères qui voulaient, on va dire, que la maman vienne chez lui. Ah non, la semaine dernière, elle était chez toi, moi cette semaine, je veux qu'elle soit chez moi. Et ça, c'était, on va dire, l'avantage des familles nombreuses. Et le contraire existe malheureusement aujourd'hui parce que les femmes ne sont plus disponibles. Donc pourquoi c'est elle est chez moi? Bon, c'est lourd de dire ça par rapport à des parents, mais c'est ce qui arrive. Et j'aimerais juste aborder un sujet par rapport au bien-être. Donc, quel serait le frein au bien-être, à votre avis? C'est les conflits. C'est les conflits, malheureusement. Donc, quand il n'y a pas, quand la personne qui est en face de nous ne nous apporte plus, ne nous apporte pas. Donc, en fait, si vous voulez, la définition du conflit, c'est quand on perçoit l'autre personne comme étant un obstacle à nos besoins personnels, à notre satisfaction. Donc il y a un sentiment de frustration qui va générer stress. Ça serait en fait l'impact négatif quand nous avons de mauvaises relations. Tout à fait. C'est ça qu'on ressentirait. Tout à fait. Et ça impacte le bien-être parce qu'en fait, on va plonger au départ dans une frustration qui va donner... Dans une rumination. Qui va transformer le ressenti en sentiment permanent, qui va générer du stress. Et ce stress-là, si on peut le dire, il y a 3 types de stressés. Il y a le stressé qui réagit par agressivité.
Et quand la personne agit par agressivité, il y a une production d'adrénaline, et ce qui fait que dans les maladies cardiovasculaires surtout. Par contre, il y a un autre type de stress. Quand la personne est stressée, vous avez parlé tout à l'heure de la personne passive. Eh bien, la personne passive, elle dégage du cortisol. Et on sait que le cortisol dans la dépression, dans les maladies, le cancer, les réactions cutanées, etc. Et dans l'idéal, c'est le type B qui est en fait la personne épanouie, qui a développé un peu, qui a fait de l'introspection, qui a développé une force intérieure, un pouvoir plutôt intérieur surtout, qui a développé une certaine résilience. Donc elle est prête à affronter toutes les relations possibles, même si la relation peut être toxique, elle saura quoi faire pour ne pas pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur elle-même. Donc en fait, le stress vient du fait qu'on est Et le problème dans le conflit, là, l'idée générale, c'est dans un conflit, et c'est quelque chose de très courant, donc le conflit peut être, comme vous avez dit tout à l'heure, peut être positif ou négatif, mais en fait, nous avons tendance à croire que le conflit, il y a forcément un gagnant et un perdant. Voilà, c'est vrai que et ça, c'est des préjugés qui nous amènent face au mur. En fait, qui nous freinent réellement dans l'avancée. Voilà, dans la donc c'est pour résolution ça du qu'il conflit. y a fuite, il y a passivité. On sent que s'il y a conflit, je vais perdre, je vais perdre mes intérêts, je vais perdre ma personnalité. J'avais parlé tout à l'heure de Tout à fait, voilà. collaboration. Oui, parce que le fait de se mettre à la place de l'autre. Tout à fait. Les attentes, parce que nous avons des attentes. Et ces attentes-là, quand elles sont fondées juste sur le fait d'être gagnant dans l'affaire, ça nous mène à rien, finalement. Tout à fait. En fait, on va dire que la base est déjà biaisée. Déjà, Il faut réfléchir en termes de cohabitation, d'échange, parce que si on part du fait que je vais perdre et je vais utiliser des rapports de force dans le milieu professionnel, on va dire au travail, dans la famille, si je me dis que je dois, parce qu'en fait, les conflits, ils ont une teneur émotionnelle et relationnelle. C'est l'identité de la personne qui est mise en cause. C'est-à-dire, il faut que j'existe, il faut que je m'impose, mais malheureusement, j'ai juste deux possibilités, ou je gagne ou je perds. On n'a pas l'habitude de réfléchir, cohabiter, échange, enrichissement, je me découvre, je découvre. Communication, tout se base sur la... C'est le levier, le levier. J'allais la Vas-y, Ibtissam. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait, si vous voulez, des règles qui balisaient l'ordre social, qui balisaient les conflits, etc. Mais il n'en demeure pas moins que les notions de relations saines, comme il y avait tout à l'heure, on le disait dans le reportage, de communication, de gestion de conflits, surtout de communication, de communication, de relations saines, n'avaient pas vraiment leur place dans des sociétés traditionnelles. Alors justement pourquoi Justement pourquoi Parce qu'on a toujours peur. Le fait d'avoir peur de... Moi, il y a un terme que j'adore en systémie, on parle de négociation. Oui, quand on dit négociation, généralement, c'est dans les management, aussi dans les relations humaines. Tout à fait. Dans les relations humaines, il faut savoir négocier. Et le fait de négocier, tout se négocie, tout se négocie, c'est ce que je dis, tout à fait. Et c'est une façon de communiquer, d'aller vers l'autre, de parler du conflit, parler de mes préoccupations, ne pas se centrer sur l'autre, plutôt se centrer sur soi-même, parler de mes ressentis, parler des choses qui m'ont fait mal. Et je vous assure que c'est magique. La personne qui est en face de moi, elle va se calmer, elle va prendre une position basse et elle va pouvoir être à l'écoute. Parce qu'en fait, dans un conflit, on est toujours à l'écoute de soi-même. On n'écoute jamais l'autre. C'est pour ça qu'il y a cette complexité qui mène vers le conflit et vers la fin de la relation. Dans une relation ou on va dire dans n'importe quelle négociation, est-ce qu'il faut toujours commencer par, on va dire, le point qui fait le plus mal? On a toujours tendance, par exemple, à laisser à la fin. On va commencer par tout ce qui est bien, on va parler de tout ce qui est bien et laisser le point, on va dire, le plus compliqué vers la fin. Il n'y a pas de stratégie. C'est juste le fait de se centrer sur soi-même. Parce que si on se recentre sur soi-même, on va parler d'un ressenti. C'est vrai qu'on n'a pas pris l'habitude de parler de nos émotions. C'est très compliqué. On n'a pas pris l'habitude, effectivement. C'est notre génération. On va parler de génération. Généralement, quand je pose la question, c'est quoi votre ressenti? Ils me disent, je ressens rien. Si, vous devez ressentir quelque chose. Si vous êtes vivant, ça veut dire qu'il y a un ressenti. Oui.
Et puis petit à petit, ça nous mène à avoir vraiment à nommer l'émotion. Voilà. En fait, c'est ça qu'on a, c'est de nommer les émotions. C'est un petit peu, ça. on va dire qu'on n'a pas cette facilité à nommer nos émotions. Et généralement, ce qui nous motive, c'est la peur, en fait. C'est ce qui nous motive. J'ai peur que je sois absorbée, que je sois manipulée, que je sois exclue d'une relation. Peut-être même la réaction de l'autre aussi. La réaction de Le fait l'autre. de se mettre dans cette position basse et de se dire, voilà, j'ai peur tout simplement, ou je suis jalouse, ou je suis... Voilà. Et puis, il y a d'autres questions. Donc, qu'est-ce que tu ressens? J'ai peur. Pourquoi tu as peur? Il y a un outil questionnement qui est très bénéfique parce qu'on comprend mieux l'autre, on est plus dans l'écoute, dans l'empathie. C'est quand on pose la question. Mais si la personne parvient justement à exprimer ce qu'elle ressent, parce qu'elle va dire non, tout va bien. Non. Et En parlant d'exprimer ses émotions, Ibtissam, il y a une nouvelle façon de s'exprimer, c'est caché derrière son écran. Maintenant, les relations sont devenues un peu plus compliquées, plus complexes. On a plus d'amis sur les réseaux sociaux que dans la vie réelle. Oui, et vous savez que quand on se cache derrière l'écran, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à être beaucoup plus à l'aise qu'à la normale. Justement, c'est ne pas avoir la personne en face. On ne va pas, exactement, et on va être un peu plus trop à l'aise. Et les études qui ont été faites, vous allez me confirmer que les personnes sont beaucoup plus agressives derrière l'écran que en face de la personne. On se permettra plus. Exactement, parce quand on est face à la personne, on ne va pas oser vraiment lui dire tout ce qu'on pense. Mais derrière l'écran, c'est incroyable. Moi, je vois dans des groupes sur les réseaux sociaux, c'est carrément, c'est la guerre. C'est des règlements de compte. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Avec des personnes. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Avec des personnes. Qu'est-ce que vous voulez dire par en fait, il n'y a pas d'enjeu? Il n'y a pas d'enjeu parce que tout être humain veut garder son identité. Dans les échanges humains, l'enjeu primordial à sauvegarder, c'est l'identité de la personne. Comme tu disais, derrière l'écran, on peut avoir un pseudo. Oui. Donc, on ne risque rien dans la relation. Oui. Et donc, même quand on est agressif, on est sûr qu'on ne peut pas... l'agressivité qui pouvait être en retour ne peut pas nous atteindre. Parce que revenons à l'être humain qui est grégaire, donc Zeman, on disait, quand on habitait les tribus, quand c'était les Deshara, etc., quand on voulait punir quelqu'un dans une communauté, c'est l'exclure. C'était l'exclure de la Donc voilà, c'était la punition par l'exclusion, parce que l'être humain a besoin d'appartenir à un groupe, d'être protégé par le groupe, etc. Donc en fait, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'enjeu quand on est derrière un écran, surtout si on a un pseudo. C'est-à-dire il n'y a pas de relation prédéfinie entre la personne, voilà, il y a un écran qui sépare, la personne, elle se cache derrière un pseudo, donc il n'y a pas cette identité réelle. Voilà. Et il y a autre chose qui est peut-être le contraire ou bien similaire, c'est qu'il y a un phénomène. C'est que moi, par exemple, j'ai un problème intime. Je ne parle pas intime avec mon époux, avec mes enfants et tout. Je vais le partager sur un groupe où il y a des centaines, peut-être des milliers et toutes ces personnes vont me donner leur avis. Donc là, il faut faire attention. Faire très attention parce que moi je risque, quand je dis moi, la personne qui oui, bien sûr, qui partage, qui s'expose, qui s'expose, parce qu'avant, si dans la société courante non digitalisée, quand j'ai un problème avec mon époux, mon épouse, mon enfant, c'est tout un protocole. Je vais le partager avec ma belle-mère ou bien ma mère. Là, on le partage sur les réseaux sociaux avec des centaines de personnes et les jugements et qui n'ont aucun sentiment pour le phénomène d'où il vient justement. Parce qu'on n'a plus cette référence familiale qu'on avait auparavant. Donc au départ, c'était la grand-mère qui réglait le problème, à la limite la voisine, le chef de la tribu, donc le sage de la communauté. Maintenant, c'est aussi une expression de cette solitude. Je ne sais pas à qui demander conseil. C'est terrible. Alors qu'autrefois, on avait toujours deux meilleures amies, on avait la société était plus hétérogène. Et là, je parle aussi justement du rôle du conseil, de la thérapie. Tout à fait, l'importance aujourd'hui, tout à fait. Pour leur bien-être, justement, sachent qu'elles peuvent
se faire accompagner par un professionnel. Et parfois, le fait de se faire accompagner par un professionnel peut vraiment changer la donne et peut vraiment nous équilibrer. C'est très important. Je peux rebondir sur ce qu'elle vient de Parce que dire. le professionnel Justement. a Très des bien, compétences très bien. que peut-être que même la famille proche n'a pas. La famille proche, elle est émotionnelle, elle va peut-être essayer de régler le problème ou le En plus, conflit. d'un côté, un petit peu avec les sentiments et les émotions. Affectif. qu'en Par fait- contre, Et puis c'est un le regard professionnel, objectif qu'il a sur la exactement, situation. c'est Parce que exactement ça. pourquoi c'est Il n'y a pas important l'affect. Pourquoi c'est important d'aller consulter un accompagnateur ou un professionnel? C'est que parfois le conflit, le problème, on va dire conflit, parce que le conflit c'est plus le relationnel, le conflit peut venir de la personne. Elle fait des projections sur l'autre. C'est-à-dire tout ce qui est manquement de la personne, elle le projette par peur, surtout par peur. C'est ça. Et parfois, quand on n'a pas le droit d'avoir peur, par exemple pour les hommes, c'est la colère qui prend le dessus. Ça Donc vous est on se arrivé met- Oui. Excusez-moi, est-ce que ça vous est arrivé, on va dire, pendant que vous coachiez des personnes, de voir que, par exemple, une maman amène son enfant et vous dit, bon, l'enfant a des problèmes et tout, et que vous, dès le départ, en rentrant, vous arrivez tout de suite à détecter que le problème n'est pas chez l'enfant. Généralement, Voilà, c'est jamais en les fait, enfants. voilà, Voilà. parce que, vous savez, il y a plein de facteurs qui rentrent dans la constitution de la personnalité de la personne. Et généralement, nous n'avons pas le courage de faire une introspection. Parce que l'être humain ne veut pas souffrir, tout simplement. Et nous, les adultes, on a aussi toujours tendance à avoir Et avoir donc, le dernier mot, voilà, avoir c'est raison. donc la maman, par exemple, quand vous disiez tout à l'heure qu'il faut écouter l'autre, c'est quand on accepte l'autre, on n'utilise pas des rapports de pouvoir. Et là, les parents sont sensibles. Attention, fais attention, Oui, c'est oui. ton fils, tu as le pouvoir, votre fille ne fait pas ceci, cela. Donc, au fait, on ne sait pas parfois être parent. C'est normal de ne pas savoir. On n'a jamais eu une notice avec manuel, il n'y a pas de manuel. du Pas de tout. mode d'emploi. Donc, en fait, elle me dit, il est plus facile de projeter l'erreur chez l'autre que chez soi. Mais comme a dit Ibtissam, si souvent, on a heureusement dans le consulting familial, c'est systémique. C'est-à-dire, oui, je ne lui dis pas que c'est elle qui a besoin aussi de savoir certaines choses et tout. Et donc, oui, je réponds à votre question, tout à fait. Parfois, les adultes ont besoin de consulter, de voir qui ils sont, ils ne savent pas. Dès que vous dites qu'est-ce que vous voulez, ils commencent à pleurer, n'est-ce pas? Quel Oui, exercice parce qu'ils n'ont jamais été, Oui, allez-y. en contact avec leurs propres besoins. Et les besoins, ils sont là, ils sont là, s'ils ne s'expriment l'enfant pas, n'est jamais si ce n'est pas seul. aujourd'hui, c'est demain. Est-ce Et que demain, ça va être un ça va bagage être plus encore lourd. plus gros, en fait, ça fait Plus effet lourd boule de neige. et il va faire boule de neige et impacter plus grand nombre de personnes. Alors maintenant, on va passer aux solutions. On a fait un peu le tour des solutions. Quelles sont les bonnes attitudes à avoir, peut-être les bons mots, les bonnes phrases, des mécanismes qu'on devrait peut-être mettre en place. Oui, pour avoir des relations saines, on va dire apaisées, plus ou moins, on va dire agréables. Déjà, on commence par soi. Il faut tout de même s'apprécier et s'accepter tel que nous sommes. Ça, c'est très important. Ça, c'est le départ. Parce que je parlais tout à l'heure de l'estime de soi. Et quand l'estime de soi prend un coup, c'est une avalanche de choses. C'est un souci qui va s'impacter sur Tout tous à les fait. membres de la Donc, famille. il faut au vraiment monde-là. s'apprécier, s'accepter tel que nous sommes, s'autoriser à faire des erreurs. Nul n'est parfait. Au contraire, les erreurs, elles ne sont pas qu'échecs, elles sont aussi constructives. Ne pas faire de comparaison sociale. Il n'y a pas de meilleur que nous ou pire que nous. Nous sommes ce que nous sommes et essayer de se focaliser sur ce que nous avons accompli plutôt que sur les défauts. Moi, je conseille toujours et souvent de tenir comme un carnet de bord. On va mentionner toutes les choses positives sur nous, les accomplissements, les réussites, même si elles sont petites, parce que les personnes ont tendance à ne pas voir ce qu'elles ont accompli. Elles sont souvent elles s'écoutent en se disant j'ai rien fait de ma vie, je n'ai rien accompli. Et quand on va zoomer sur les petites choses, tout à fait, lister les réussites, elles vont se rendre compte par elles-mêmes et prendre conscience que waouh, j'ai fait tout ça. C'est aussi simple que ça. Voilà, justement partir de ces petites solutions qui
puisse nous permettre de s'accepter et d'être à l'aise avec ce que nous sommes. Et en C'est fait, très important. Quand on va dire, on arrive à instaurer ça, il y a l'empathie aussi qui s'installe. Tout à Et fait. on sera toujours un Tout peu à plus, fait. C'est clair. moins sévère avec Tout à les fait, autres. bien Tout sûr. à fait. Moi, j'appelle de l'amélioration de l'empathie parce que quand on est dans ce contexte, on va être plus à l'écoute, on va comprendre l'autre, être ouvert aux suggestions et pouvoir rétablir la relation et rétablir Tout à fait. le contact avec l'autre. Tout à fait. Franchement, il faut dire que ce qui donne du sens à notre existence, c'est cet échange, c'est ces relations. Oui. Si nous avons de bonnes relations, la vie est belle, il faut le dire. Effectivement, Et c'est si ça n'existe pas, on est dans tout ce qui est ressenti négatif, etc. Donc en fait, comme vous venez de le dire, l'important c'est de s'accepter d'abord. Nous sommes faits comme cela. De quoi d'abord? De quoi? Comment? Qu'est-ce qui a fait que je sois comme ça? Quels sont les facteurs? Si je peux agir, tant mieux. Si je ne peux pas agir, je suis comme ça, je ne peux pas changer. S'accepter, travailler sur soi par rapport à la communication qui est le vrai pont qui mène vers l'autre. Il faut rappeler que la communication, c'est une discipline à part entière. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur la communication. D'abord, intrapersonnel, comment je fonctionne, quels sont mes besoins, comment je réagis aussi. La réaction, elle est un ingrédient important dans la relation. Comment je réagis? C'était des automatismes et parfois on ne prend pas conscience que j'agis en pilote automatique et je me dis non parce que je ne veux pas. Mais ce que j'ai appris, je le fais sans me rendre compte. Donc faire de l'introspection, être bienveillant envers Justement, soi-même. je parlais tout à l'heure d'observation, s'auto-observer. C'est l'introspection. C'est ça, parce que le fait de s'auto-observer va nous permettre de se poser les bonnes questions, de se dire qu'est-ce qui fait plutôt que pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je fonctionne comme ça? Et ne pas hésiter justement à aller demander de l'aide. C'est-à-dire que ce n'est pas pathologique, c'est juste avoir besoin, passer par des moments peut-être de faiblesse, etc. Un coach, par exemple, de vie qui Je pourrait voudrais- nous je- aider, oui, un élément. Voilà. qui pourrait nous aider à mieux gérer ces situations ou ces incompréhensions, on va dire, là où ça bute. Voilà. Il faudrait juste intégrer aussi c'est juste une notion de la résilience, développer sa propre résilience. C'est un outil très puissant pour maintenir de bonnes relations. La mot résilience. Sur la résilience, franchement, on pourrait faire toute une émission parce exactement. que c'est primordial, ça sauve des vies, c'est un ingrédient primordial du bonheur. Donc je reprends ce que m'a dit le professeur Ayashi, qui est sociologue de la famille récemment. C'est que quand on fait un travail de développement de soi, acquérir donc la résilience, les compétences en communication, les compétences sociales, on va avoir une place particulière au sein de la famille, de la petite et de la grande famille. On va avoir un rôle qui est positif dans la famille et ce rôle, les personnes de notre entourage vont nous le rendre. Merci Pardon, beaucoup. le fait justement de rehausser son estime de soi va nous permettre de s'affirmer. C'est pour ça qu'on va c'est-à-dire pouvoir avoir une place dans la famille, dans la société. Merci beaucoup, c'est passionnant. Magnifique, oui, tout à fait. Voilà, passionnant. Très vaste. Oui, on aurait pu encore explorer plein d'autres éléments. On arrive quand même à la fin de notre émission. Il reste encore donc la dernière rubrique, donc dernière ligne droite avec Soumia Zelwali dans Wichel dans un petit moment.
De retour dans notre émission Ma famille, ma vie. Et comme je vous l'avais annoncé, Soumia Zeroualé est là dans la rubrique Oui Cher. Bonjour Bonjour Soumia. Mariam, comment ça va? Ravie. Merci, ça va. Tout et plaisir toi? est pour moi. Alhamdoulilah et Aïchek. Donc, c'est les vacances, hein, à partir De demain. le jingle d'abord. Après, Allez, on revient. jingle. Allez, jingle. Je suis un petit peu précipitée. Donc, à partir de cet après-midi, les enfants ont quelques jours jusqu'à dimanche. C'est ça. Ce sont les vacances d'automne et voilà. c'est le moment de parler, de revenir un petit peu sur l'impact et sur l'importance des sorties pour le développement des petits. Oui, c'est très important. Alors c'est très important pour plusieurs raisons. Les sorties permettent aux enfants, bien évidemment, d'explorer de nouveaux environnements, de découvrir de nouvelles cultures et d'apprendre beaucoup de choses, d'être en contact avec la nature, avec les animaux. Cela élargit leurs horizons et stimule leur curiosité. Les sorties en groupe permettent aux enfants également d'interagir avec d'autres enfants et avec d'autres adultes, de partager des expériences nouvelles et de développer leurs compétences sociales. Les sorties offrent également aux enfants une expérience d'apprentissage, Mariam, d'apprentissage qui vient compléter l'apprentissage en classe. Donc, ils peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont appris en classe et pour développer des compétences pratiques. Les sorties et excursions peuvent inspirer les enfants, stimuler leur curiosité, ça on l'a dit, leur imagination également, c'est très important. Ils peuvent elles peuvent avoir donc constituer de nouvelles expériences. Ils peuvent donc voir des choses nouvelles et inhabituelles également. Et de manière générale, ça stimule leur curiosité et leur créativité, ce qui est important pour leur développement et personnel et bien sûr à l'école, bien évidemment. Alors les sorties en plein air aussi, les randonnées, c'est chouette. les excursions à vélo, ça c'est aussi très important. Ça offre donc l'occasion aux enfants pour faire de l'exercice physique à la fois et pour découvrir de nouvelles choses et puis pour rester en forme, c'est très important. C'est bien évidemment les randonnées et que ce soit à pied ou à vélo, c'est du sport. C'est clair, c'est Voilà. clair, c'est de l'exercice, en plus au grand air. Absolument, donc c'est une manière de les initier au jeu et au sport également. En résumé, les sorties et excursions sont essentielles, mesdames et messieurs, pour le développement holistique des enfants, en leur offrant des opportunités d'exploration, d'apprentissage, d'interaction sociale également, de stimulation et de créativité et de développement physique. Il est donc important d'encourager et de soutenir les sorties et les excursions pour les enfants afin de favoriser leur épanouissement. Et plusieurs endroits qu'on peut proposer aujourd'hui qui peuvent faire... sont nombreux. Voilà, donc peuvent être intéressants pour faire sortir vos enfants. Vous avez par exemple les fermes pédagogiques, Mariam, où les enfants vont pouvoir donc être en contact avec la nature et avec les animaux. Donc ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Vous avez une ferme pédagogique à Zeralda, à titre d'exemple. Vous avez une autre qui est à Birtuta et qui est une ferme donc équestre très intéressante. Vous avez également les centres équestres, surtout qu'on connaît aujourd'hui l'impact de l'équithérapie sur le développement de l'enfant, le développement personnel de l'enfant, exactement. Vous avez les parcs d'attractions. Oui, c'est chouette ça. Oui, les parcs d'attractions et les parcs à thème aussi, à travers le territoire national, parce qu'il faut les initier au jeu, il faut qu'ils jouent aussi, ces enfants. Surtout que ces parcs d'attractions sont équipés de trains électriques, de trampolines, d'escalade, de jeux vidéo et de terrains de foot. Bref, tout pour faire le bonheur de nos petits et faire par là même le bonheur des parents. C'est clair, on est content quand on les voit heureux jouer, sautiller partout. Ça, absolument, clair. Parce qu'en fait, ces parcs sont équipés également de terrains en plein air qui constituent aussi des endroits de restauration, des restaurants également. Donc vous êtes tranquille pour la journée. Vous ne pensez pas à cuisiner. Exactement. Donc vous ne préparez rien du tout, vous allez profiter de votre journée et vous êtes tranquille pour la journée. Voilà, donc vous avez également le mémorial du Martyr. Ah oui, c'est une belle destination. Oui. Très impressionnant. Oui, tout à fait. Le jardin d'essai du Hama, alors magnifique jardin botanique où les enfants peuvent plonger donc, dans un environnement naturel en pleine ville finalement, avec également son parc zoologique qui est très intéressant. Ah oui, très intéressant. Oui, très intéressant. Donc ils peuvent être en contact avec les animaux, ça peut faire que le plus grand bien aux petits. Donc le bastion 23, le palais des Raïs, et là nous sommes donc à la basse Casbah. Vous pouvez de là
aller jusqu'à la Haute-Kasbah et faire visiter donc les musées de la Médina d'Alger Ah, ils sont à nombreux, vos en enfants. plus. Ils sont nombreux. On a d'autres musées de part et d'autre. Nous pouvons citer le musée du Moudjahed ou celui de l'armée, surtout qu'on est à la veille de la commémoration du 1er novembre aussi. oui. Donc le parc de Sidi Ferj, le port, pas le parc, le port de Sidi Ferj, du moment qu'il fait encore beau. Il fait encore beau, effectivement. On peut La encore promenade aller. des Sablettes aussi, également, qui peuvent constituer donc des endroits intéressants pour passer une journée agréable avec vos enfants, leur permettre de jouer également. Et les centres commerciaux qui sont équipés finalement, qui sont un peu partout en Algérie, qui sont équipés d'espaces de loisirs et de jeux. Vous avez les salles de ciné avec les projections de films pour enfants, ça c'est Justement, intéressant. j'en ai vu un dernièrement, j'ai été au cinéma, donc du côté de Maqam Shahid. Ouais. Voilà, un bel après-midi. Franchement, Voilà. une superbe ambiance aussi à côté du Ça crée une cinéma. belle ambiance, exactement. Ah oui, franchement. Vous avez les laser games aussi, ça Oui. peut être C'est physique, ça. un bon plan sorti, bref, beaucoup de bons plans sortis que vous pouvez trouver aussi sur Internet. Hein, vous pouvez checker sur Internet et trouver des plans intéressants sortis en famille pour vos enfants, pour faire le bonheur de vos enfants et garder à l'esprit que faire sortir vos enfants est très important pour leur épanouissement personnel, pour leur développement également personnel. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Il ne Donc, nous reste plus qu'à leur dire bonnes vacances à nos enfants. exactement. Donc, bonnes vacances. J'espère qu'ils vont pouvoir profiter de ces quelques jours. Donc, de bons plans, Soumeya, que tu Oui. nous as donnés aujourd'hui. Pour ne Et, citer que cela, Que cela, et on sait très bien qu'il y en a encore plein d'autres. Encore plein d'autres. de Il y a, bons par plans exemple, sortis en famille pour les enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on leur fait découvrir quelque chose de nouveau pour justement pour qu'ils apprennent, pour leur apprentissage. Oui, et on sait très bien que c'est très très important pour les enfants. Donc aller, toucher, sentir, regarder, Exactement. tout ça développe leur faculté cognitive et en même temps stimule leur bien-être. Ça nous fait du bien à nous et Ouais. à eux aussi. Exact, Voilà. exactement. Et c'est important aussi, même pendant les cours, de les faire sortir, de mettre en Tout à pratique fait. ce qu'ils apprennent à l'école, de le mettre en pratique dehors, en pleine nature. Ils ont appris des cours de sciences et on les emmène dans un parc ou dans un jardin public où les plantes, c'est Ah, pas voilà. c'est quelque chose qui te parle Oui, beaucoup. beaucoup. Je vais rien t'apprendre, fais-le, c'est ton terrain. Donc ça aussi, c'est intéressant C'est aussi, vrai, hein, tout à fait, effectivement. d'être en contact avec la nature, Voilà, très donc, important. de bonnes adresses, de bonnes idées. Merci beaucoup Soumeya. Merci à toi, Merci. Marianne. Donc on se retrouvera demain, on te retrouve demain et ça sera avec Mounia Witi. On se retrouve demain. Non, demain après-midi. Demain Ah oui, après-midi. c'est vrai, effectivement. Donc demain On me après-midi. retrouvera demain après-midi pour à la bonne heure, À la donc bonne à heure. partir de 15h. Voilà. Sinon, lundi et mercredi prochain, avec plaisir, donc avec Mounia Witis dans Ma famille, ma vie. Ma famille, ma vie. Voilà, on arrive à la Voilà. fin. Merci beaucoup. Merci à Soumeya. toi, Marianne. Merci. C'était Voilà. agréable. Merci de votre. C'était agréable, exactement. En tout cas, c'était un plaisir de passer une heure avec vous. On arrive à la fin de notre émission. Vous restez toujours sur Canal Algérie, sur des programmes de